Bonjour à tous, nous revoilà pour ce troisième cours sur les ondes sismiques et nous allons revenir sur des notions très basiques que l'on retrouve dans tout cours de physique vibratoire. C'est-à-dire nous allons juste faire quelques rappels essentiels sur les notions de fréquence, de période, de pulsation, de longueur d'onde, de nombre d'ondes, de célérité, etc. Et pour cela nous sommes obligés de faire un peu de mathématiques et je sais que beaucoup de mes étudiants y sont allergiques. Alors je vais essayer d'en faire une présentation un peu différente de ce qui est fait habituellement. Et pour resituer tout cela, je vais prendre un peu de hauteur. Car les ondes sismiques, en fait, ça n'est qu'un type d'onde parmi beaucoup d'autres. Et tout ce que je vais dire dans cette petite vidéo, cela s'applique à toutes les ondes. Ainsi, les ondes sismiques, elles se rattachent à la catégorie des ondes mécaniques. Ce sont des vibrations qui propagent de l'énergie de déformation dans les roches et les minéraux. Les ondes sismiques, ce sont donc des ondes de déformation. Et des ondes de déformation, nous en connaissons beaucoup. Nous les retrouvons dans les ressorts, les pendules, les horloges mécaniques. Les ondes sonores, ce sont aussi des ondes de déformation. Les sons, la musique, le chant, le bruit, tout cela, ce sont des ondes de déformation. Les vagues, la houle, les ondes de tsunami, ce sont aussi des ondes mécaniques. Et je peux citer en vrac les ondes de plasma, les ondes de spin, les ondes des tempêtes solaires, etc. Mais les ondes dans l'univers, c'est bien plus que cela. Déjà, la lumière, ce sont des ondes, et plus précisément des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des petites oscillations synchrones de champs électriques et magnétiques. Et les ondes électromagnétiques, cela regroupe les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les rayons X et les rayons gamma. Mais il y a bien plus, et ce sont les ondes de matière. Et là, on se situe à l'échelle de l'infiniment petit, celui des particules élémentaires ou composites. Les photons, les électrons, les protons, les neutrons et toutes les particules subatomiques, eh bien, leurs propriétés sont expliquées par des ondes, dites ondes de matière, dans le cadre de la grande théorie de la mécanique ondulatoire quantique. Ainsi, à toute particule élémentaire, on peut associer une onde. Et la matière, c'est une onde, et les ondes sont des particules. Mais il y a pire, et cette fois à l'autre extrémité de l'échelle, à l'échelle des objets très massifs, très gros, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, en mouvement dans l'espace. Eh bien, là, nous avons des perturbations de l'espace-temps, autrement dit des ondes gravitationnelles, qui sont à même de propager des petites déformations du temps et de l'espace. Et je suis très loin d'être exhaustif. Car dans des objets plus évolués, comme les ordinateurs, eh bien, ce sont des ondes électriques qui sont cadencées. Vous le savez, c'est la fréquence de votre processeur. Et dans notre cerveau et système nerveux, nous avons aussi des ondes. Ce sont les ondes neuronales et cérébrales, dont les fonctions sont encore mal comprises. Mais on sait qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre conscience, dans notre sommeil, dans notre humeur, dans notre état de relaxation, dans le fonctionnement de notre mémoire, dans notre vigilance ou dans notre concentration. Donc voilà, les ondes, c'est quelque chose de très général. Et il y a un nombre incroyable d'ondes de nature différente dans la nature. En français, le mot onde vient d'un mot latin qui désigne les vagues, les flots. En anglais, le mot correspondant est wave. Et ce mot est beaucoup plus riche de sens, car il ne fait pas seulement référence aux vagues de la mer, mais à beaucoup d'autres choses. Cela peut être une émotion, un geste. Et le mot wave partage la même racine que le mot web, qui est la toile d'araignée, le tissu, c'est-à-dire de la matière, faite d'ondes imbriquées les unes dans les autres. Et le web, c'est bien sûr tout ce qui s'est construit sur le réseau Internet, c'est-à-dire un gigantesque flux d'informations à l'échelle planétaire. En cela, le mot wave est plus proche de la réalité que le mot onde d'origine latine. Alors ces oscillations, on peut les représenter de manière idéalisée par les fonctions trigonométriques périodiques. Nous les connaissons bien, ce sont les fonctions sinus ou cosinus, c'est-à-dire des fonctions que l'on utilise pour décrire des mouvements circulaires ou elliptiques. Et on va le voir, dans le traitement mathématique de toutes les ondes, il y a une connexion étroite avec les mouvements circulaires et cycliques. Alors dans tout ce que je vais dire par la suite, je vais beaucoup utiliser ces fonctions sinus et cosinus, même si ce sont des choses qui ont pu vous traumatiser dans votre scolarité et tendre enfance. Justement, pourquoi des fonctions trigonométriques sinus ou cosinus? Eh bien, ce sont des fonctions périodiques, et les vibrations, ce sont des phénomènes qui se répètent dans le temps et dans l'espace. Ainsi, une vibration peut être modélisée par une fonction que je vais appeler petit m, parce que c'est une lettre de notre alphabet qui ressemble à un morceau d'onde. Et c'est une fonction qui dépend de deux variables, petit x et petit t. Petit t, bien évidemment, cela sera le temps, et petit x sera la position d'un point le long d'une droite le long de laquelle se propage une onde. Pour simplifier les choses, je vais me limiter à un problème à une seule dimension. Et ma petite vibration, je vais la représenter par une fonction petit m égale à sinus oméga t moins kx. Et c'est cette expression mathématique qui va constituer l'épine dorsale de mon discours dans cette petite vidéo. Alors petite remarque au passage, je peux remplacer le sinus par le cosinus. Cela décale juste mon onde, mais cela ne changera rien dans ce que je vais expliquer. Bien, les fonctions sinus et cosinus, cela remonte à quand et pourquoi utilise-t-on de telles fonctions? Eh bien, cela remonte à l'époque de la Grèce antique.
Et nous avons un certain nombre de grands savants et penseurs de cette période qui étaient férus de géométrie, dont les noms seront remontés jusqu'à nous. Le premier que je vais citer est Hipparque de Nicée, qui a vécu 2 siècles avant Jésus-Christ et que l'on peut considérer comme l'un des fondateurs de la trigonométrie. Pourquoi faire de la trigonométrie et dans quel but? Eh bien, la trigonométrie, c'est ce qui va nous permettre d'établir des correspondances entre des longueurs et des angles. Sans trigonométrie, pas de géométrie, pas d'astronomie, pas de géographie et pas de géophysique. Malheureusement, les ouvrages d'Hipparque se sont perdus, mais son corpus de connaissances s'est perpétué grâce à une œuvre qui s'appelle l'Almageste, qui a été rédigée par Claude Ptolémée, un autre savant qui a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ à Alexandrie en Égypte. Tout ce savoir sur la trigonométrie, eh bien, cela provient entre autres de l'Almageste. Ainsi, les tables trigonométriques, c'est dans l'Almageste. Le découpage d'un cercle en degrés, c'est dans l'Almageste, même si ce système sexagésimal est beaucoup plus ancien et remonte aux Sumériens et aux Babyloniens. Malheureusement, ce savoir s'est perdu en Occident à la chute de l'Empire romain et au début du Moyen-Âge. Et c'est grâce aux traductions des ouvrages arabes que ce corpus nous est parvenu. Et là, je vous présente Gérard de Crémone. Vous ne le connaissez pas, mais les termes de sinus et de cosinus, c'est lui. Gérard était un écrivain et traducteur italien au XIIe siècle, et il connaissait bien l'arabe qu'il avait appris en Espagne à Tolède. Et il a traduit la version arabe de l'Almageste de Ptolémée. Et Gérard n'a pas voulu reprendre le mot arabe, ni même le mot grec, pour désigner un sinus dans l'Almageste de Ptolémée. Il a donc cherché un nom latin, un mot désignant quelque chose qui est courbé, qui est plissé, qui forme un repli ou qui a la forme d'une cavité. Et il a proposé le terme de sinus. Étant latin, un sinus, c'est une sinuosité, un golfe ou un sein. L'image que vous préférez, je laisse cela à votre choix. Mais sachez que le mot sein en français vient du latin sinus. Et ça, on ne vous l'apprendra jamais au sein de l'éducation nationale. Quant au cosinus, c'est le sinus de l'angle complémentaire, d'où le terme cosinus. Je vous laisse imaginer ce que cela peut être par rapport à un sinus. Bien, revenons à notre expression mathématique, petit m, sinus oméga t moins kx. Et à partir de là, je vais faire quelques petits rappels très simples sur la définition des paramètres utilisés pour décrire ces vibrations. Ainsi, une vibration, c'est une oscillation. C'est un phénomène périodique qui se répète à intervalles très réguliers, et la durée de cet intervalle, c'est la période. La période est un mot d'origine très ancienne et qui vient du grec ancien, avec 2 racines, péri et ode. Péri, cela veut dire ce qui est autour, ce qui est à travers, et ode, c'est le chemin, c'est la route, c'est la voie. Et cette racine, on la retrouve dans de nombreux mots, comme électrode, le chemin électrique, comme diode. Et la diode, cela veut dire 2 chemins. Une diode, c'est un composant électronique avec 2 voies. Ode est une racine que l'on retrouve aussi dans exode, c'est-à-dire quand une population est forcée de quitter son pays. Ou dans méthode. Et la méthode, c'est le chemin qui nous amène vers quoi? Eh bien vers méta. Et méta, cela désigne quelque chose qui est autre. Voilà, maintenant vous comprenez le sens du mot méta pour le métavers de Facebook. Et la méthode, c'est donc la voie pour aller vers autre chose, au-delà de là où nous sommes. Et le mot période, cela veut donc dire étymologiquement le chemin qui est autour. Dans ce mot, on a l'idée de cycle, de révolution, de retour au même stade, d'éternel retour comme les saisons. Et la période, c'est donc l'intervalle de temps durant lequel on fait un tour complet. La période, on la note habituellement par la lettre grand T. Et dans ma petite fonction périodique petit m, la période, elle est donnée par quoi? Eh bien, si je fais un peu de maths, voilà ce que j'écris. Et on sait qu'avec les fonctions sinus ou cosinus, on revient au même point. Quand on a parcouru une longueur d'arc égale à 2π sur la circonférence d'un cercle de rayon unité, c'est-à-dire quand on fait un tour de cercle complet, après simplification, on a ceci, et j'arrive à grand T, la période, qui est égale à 2π divisé par oméga. Bon, ce paramètre oméga, il arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Eh bien, c'est ce que l'on appelle la pulsation. Et quand on parle de pulsation, on pense à notre cœur. La pulsation, c'est le pouls, c'est le battement de notre cœur. La pulsation, c'est le mouvement régulier et rythmique. Et en physique, une pulsation, elle est donnée par cette formule, oméga 2π divisé par grand T. La pulsation, on va la retrouver quand nous avons des objets qui tournent autour d'un point, ou quand nous avons des objets en rotation sur eux-mêmes. Par exemple, la planète Terre. Elle fait un tour en 365 jours terrestres autour du Soleil. Et sa pulsation autour du Soleil sera donc de 2π par an. En fait, la pulsation, elle est reliée à la fréquence. La fréquence, elle est notée par la lettre petit f, et c'est le nombre d'oscillations par seconde. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Petit f est égal à 1 divisé par grand T. Donc, si je fais le bilan, la pulsation, c'est 2π f, ou 2π divisé par grand T. Et c'est pour cela que la pulsation, on peut l'appeler la fréquence angulaire.
Alors pour être plus précis, ce nombre de pi, eh bien il faut le comprendre comme la mesure d'un angle, et ici d'un angle de 360 degrés. Et quand on dit 2 pi, eh bien sous-entendu, il faut comprendre 2 pi fois radian. Et un radian, vous vous rappelez ce que c'est? Eh bien un radian, c'est un angle. Et quand on prend un cercle de rayon petit r, le radian c'est l'angle pour lequel la longueur de l'arc de cercle correspondant vaut exactement petit r. C'est comme si on avait pris un triangle équilatéral, avec 3 côtés de longueur égale à petit r. Et on distend un des côtés. On l'arrondit de manière à en faire un arc de cercle parfait, qui s'appuie sur le point opposé à l'arc de cercle. Et pour faire cela, il faut déformer le triangle équilatéral, comme cela, et il faut bouger ces deux côtés ici. Or, un triangle équilatéral, ce sont des angles de pi sur 3 radians, c'est-à-dire de 60 degrés. Donc un radian, cela va être un angle un peu en dessous de 60 degrés. Très exactement, cela va être un angle de 57,2957779513,1 degrés. Et pour faire un tour complet, il me faut un angle de 360 degrés, c'est-à-dire 6 fois 60 degrés. Et en radians, cela me fera combien? Eh bien, pour faire un tour complet, il me faut un petit peu plus de 6 radians, très exactement 6,2831853718 fois 1 radian, c'est-à-dire presque 6,3 radians. Et si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que dans la physique des ondes, on va revenir constamment là-dessus. Ce paramètre de pi, on le retrouve sans cesse. Et quand je dis de pi, il faut comprendre de pi radian, c'est-à-dire un tour complet et retour à la case départ, comme dans le jeu de loi, qui au passage est composé de 63 cases, comme si on avait parcouru 10 fois 6,3 radians, c'est-à-dire 10 tours complets. La fréquence est donc l'inverse d'un temps. Cela correspond au nombre de répétitions de l'onde en une seconde. Plus la fréquence est élevée, plus les répétitions sont nombreuses. Ainsi, un endroit bien fréquenté, c'est un lieu où on va retrouver beaucoup d'individus semblables en même temps. Une fréquence, ce sont donc des secondes à la puissance moins 1. Et plutôt que d'utiliser des secondes moins 1, on va exprimer la fréquence en Hertz, avec le symbole qui s'écrit comme ceci, grand H petit z, qui est la forme abrégée de Hertz, du nom de cet ingénieur et physicien allemand au XIXe siècle, qui a démontré que la lumière était bien une onde électromagnétique. Alors après la fréquence, nous avons la longueur d'onde. Et cette fois, nous ne regardons plus l'onde sur une échelle temporelle, mais sur une échelle spatiale, dans l'espace. Comme les rides à la surface de l'eau, nous regardons un train d'ondes qui se succèdent les unes après les autres, et ces ondes, elles se répètent dans l'espace, elles se suivent. La longueur d'onde, c'est la distance qui les sépare. Plus précisément, c'est la distance qui sépare deux points identiques qui sont en correspondance. Par exemple, entre deux crêtes consécutives. La longueur d'onde, elle se note habituellement par la lettre grecque lambda. Et pour deux points grand A et grand B séparés par une distance équivalente à une longueur d'onde, nous avons ceci, soit petit k lambda qui est un multiple de 2pi. Et nous arrivons à lambda qui est égal à 2pi divisé par petit k. Et petit k, là aussi, c'est un paramètre qui tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est comme la pulsation. De prime abord, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors petit k, on va l'appeler le nombre d'ondes. Comme son nom l'indique, il est relié à un nombre d'oscillations que l'on va compter sur une distance de 1 mètre de longueur. Mais le terme est un peu mal choisi, car cela n'est pas exactement cela. Car ce nombre d'ondes, c'est un paramètre qui s'exprime en radians par mètre. On va compter les oscillations en faisant un tour de cercle. Et comme pour la pulsation, je vais multiplier ce nombre d'oscillations par un facteur de pi. Alors pour être bien clair, on va donc distinguer ces deux manières d'exprimer le nombre d'ondes, et on va suivre les recommandations de la Commission électronique internationale, qui est en charge de la normalisation des termes dans le domaine de l'électricité et de l'électronique. Petit k, on va l'appeler le nombre d'ondes angulaires ou répétance angulaire. Et le nombre effectif d'ondes par unité de longueur, on va le noter avec la lettre grecque sigma, et on va l'appeler fréquence spatiale. Et sigma est pas mal utilisé en spectroscopie, et pour cela, sigma sera appelé dans ce domaine nombre d'ondes spectroscopiques. En d'autres termes, pour résumer, petit k est le nombre d'ondes angulaires, il est égal à 2pi fois sigma, sigma la fréquence spatiale. Voilà, je reviens à la formulation mathématique de mon onde, petit m sinus oméga t moins kx, et pour être tout à fait à l'aise avec tout cela, on va reformuler petit m de différentes manières. Si j'utilise la longueur d'onde et la période, eh bien cela va s'écrire comment? Eh bien sous cette forme, sinus 2pi fois t divisé par grand T moins 2pi fois x divisé par lambda. Si je veux utiliser le nombre d'ondes spectroscopiques et la fréquence, eh bien cela sera petit m égale sinus 2pi fois petit f fois t moins 2pi fois sigma fois petit x. D'accord? Bien, revenons à la forme initiale sinus oméga t moins kx. Et à partir de là, réfléchissons à la vitesse de propagation des ondes. Alors,
Attention, on parle de vitesse, mais le terme est un peu impropre. Une vitesse, c'est un concept qui s'applique à un objet ou à de la matière en mouvement. Par exemple, dans le cas d'une onde sismique, la matière, elle ne se déplace pas, sauf à une échelle très locale, sur des distances très courtes de déformation. Ce qui se déplace, cela n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Et c'est ce déplacement d'énergie que l'on perçoit. Et dans ce cas, il pourrait être préférable de parler de célérité. Mais le terme vitesse, il s'est tellement imposé que l'on va faire comme tout le monde et on va garder le terme vitesse. Donc les ondes, ce sont des motifs périodiques qui se déplacent. Et comment calculer cette vitesse à partir de notre petite fonction petit m sinus oméga t moins kx? Eh bien, prenons un point sur la crête d'une onde et regardons comment sa position petit x évolue avec le temps. Pour que ce point soit toujours sur la crête, son sinus doit toujours être égal à petit 1. Autrement dit, cette expression elle doit être égale à pi sur 2. On reste donc sur la ligne de crête de la sinusoïde tant que oméga fois t est égal à k fois petit x plus pi sur 2. La position petit x et le temps petit t sont reliés. Et l'onde est maximale, eh bien, quand petit x est une fonction linéaire de petit t. La vitesse de propagation de l'onde sera donc petit v égale oméga divisé par petit k. La vitesse elle est constante et c'est le rapport entre la pulsation et son nombre d'ondes angulaires. La pulsation c'est 2πf et le nombre d'ondes angulaires c'est 2π fois sigma. Donc la vitesse c'est aussi le rapport entre petit f et sigma, entre la fréquence temporelle et la fréquence spatiale. Petit f c'est l'inverse de la période grand t et sigma c'est l'inverse de la longueur d'onde lambda. Donc la vitesse c'est aussi le rapport entre lambda et grand t. Et la formule peut-être la plus utile est que lambda, la longueur d'onde, c'est le produit de la vitesse fois la période. Voilà, il faut être à l'aise avec ces définitions et ces formules, sinon vous aurez pas mal de difficultés dans la suite. Dernière petite remarque là-dessus, c'est le signe moins dans cette formule. Avec ce signe moins, nous avons une vitesse qui est positive. L'onde, elle se propagera de la gauche vers la droite. Si j'avais mis un signe plus, eh bien mon onde, elle se propagerait de la droite vers la gauche. Bon, prenons quelques exemples. Dans la côte supérieure, les ondes P, elles se déplacent à une vitesse de l'ordre de 6 km par seconde. Leur fréquence est de l'ordre du Hertz, disons entre 0,1 et 30 Hertz. Et là, je donne quelques spectrogrammes d'ondes sismiques. Par exemple, ici, le spectrogramme enregistré le jeudi 12 janvier 2023 sur le campus universitaire des CESO à Clermont-Ferrand. On voit que l'essentiel de l'activité sismique est généré par les activités humaines sur le campus, le matin et l'après-midi. Et la fréquence de ces ondes sismiques est comprise entre 2 et 5 Hz. Mais il y a aussi des signaux de fréquence plus élevée, entre 10 et 20 Hz. Pour une onde P avec une fréquence de 1 Hz, la longueur d'onde, lambda, elle sera donc de combien? Eh bien, si je fais le petit calcul, elle sera de l'ordre de 6 km. Si je prends une onde P avec une fréquence de 10 Hz, la longueur d'onde, elle sera 10 fois plus petite, elle sera de 600 mètres. Donc voilà, les ondes sismiques, elles ont des longueurs d'onde de l'ordre du kilomètre. Alors pour terminer cette vidéo, je vais donner quelques exemples aussi d'ondes sismiques qui se propagent. Et ces petites simulations numériques, je les ai faites à partir d'un programme Python que j'ai développé et c'est assez facile à faire. Alors classiquement, on distingue deux grands types de sources d'ondes. Vous avez les sources ponctuelles et vous avez les sources linéaires. Une source ponctuelle, c'est un point d'où partent toutes les ondes et qui partent dans toutes les directions. Une source linéaire, c'est un segment qui constitue la source de toutes ces ondes. Et on le voit, l'intérêt d'un petit programme, c'est de pouvoir faire varier les paramètres, de mettre plusieurs sources et de voir comment les choses se comportent. Ces petites simulations d'ondes ont un caractère esthétique indéniable en raison de leur répétance. Cela crée un rythme visuel qui peut être inoptisant avec des motifs dynamiques et changeants. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo d'introduction sur les ondes et on continuera la prochaine fois sur la propagation de ces ondes. À bientôt!